France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Attention travail, une histoire de sécurité et de santé. Car les accidents du travail font rarement la une de l'actualité. Et pourtant, chaque jour en France, plusieurs personnes perdent la vie à cause de leur activité professionnelle. Et à ces morts s'ajoutent des centaines de blessés. Des chiffres effrayants avec les accidents de trajet et les maladies professionnelles. Une série du cours de l'histoire consacrée à la sécurité au travail. Coups de grisou et silicose, c'est le travail dans les mines à plein poumon. Histoire toxique de l'industrialisation avec le corps au travail confronté aux produits chimiques ou encore l'amiante. L'histoire d'un scandale de santé publique. Mais pour commencer, danger sur l'eau quand il s'agit de veiller à la sécurité des gens de mer. Les Gabiers d'Artimon pour ouvrir cette émission. Adieu chers camarades et bonjour à vous Léa Taverne. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université Bretagne Sud. 1001 naufrages en Méditerranée, histoire du risque en mer dans le golfe de Lion. Le golfe du Lion de 1700 à 1920. Cette publication que vous annoncez, Léa Taverne, c'est aussi l'annonce d'un univers qui est mis de côté souvent aujourd'hui, l'accident, car nous mettons en avant les réussites, ce qui est absolument glorieux. Comment étudie-t-on des naufrages au-delà simplement d'en faire l'inventaire et de dire parfois un navire coule et puis les marins meurent? Oui, c'est intéressant parce que finalement les naufrages, c'est un peu l'histoire des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ce sont les bateaux qui n'ont jamais atteint leur destination. Et derrière les naufrages, c'est tout un monde. C'est un monde de gens de mer, on y reviendra. C'est un monde d'accidents, de risques et finalement de danger, qui est le danger que l'on prend quand on décide de prendre la mer. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire avec nous, Thierry Souzeau, bonjour. Oui, bonjour Xavier Mauduit, bonjour Léa. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Poitiers. Merci vivement à vous parce que nous avons besoin de votre éclairage sur un monde, Thierry Souzeau, extrêmement dangereux quand même, ce monde de la mer. Ah oui, c'est un monde extrêmement dangereux, d'abord parce que au XVIe siècle, lorsqu'on traverse l'Atlantique pour découvrir, en tout cas exploiter les nouveaux mondes découverts par Christophe Colomb, on ne fait que remplir le blanc sur la carte et à mesure qu'on remplit le blanc, on se confronte à de nouveaux dangers qui sont des dangers météorologiques, des dangers hydrologiques, des dangers géographiques, des dangers sanitaires, des dangers humains aussi parce qu'on rentre en contact avec des populations nouvelles dont on n'avait pas l'habitude. Et donc effectivement, tous ces dangers-là se cumulent. Avec une histoire longue de la marine, bien entendu, et puis l'importance de l'humain, malgré tout, il ne faut pas l'écarter. Léa Taverne, perdre un marin pour un capitaine de navire, c'est quand même perdre un élément important. On ne peut pas dire que la sécurité est écartée quand même. Non, la sécurité n'est pas écartée, évidemment, c'est important, mais j'ai presque envie de vous dire que c'est moins important que la cargaison. Ah oui, à ce point-là. À l'époque moderne, on voit quand même que, ne serait-ce que dans l'ordonnance de la grande ordonnance de la marine de Colbert, sous Louis XIV en 1681, dans le livre qui concerne les naufrages, on a 4 ou 5 articles qui vont concerner la cargaison, le sauvetage de la cargaison, qu'on appelle le sauvement à l'époque, alors que le sauvetage des hommes ne font qu'un article, et on laisse les habitants des côtes venir en aide aux naufragés. Oui, parce que c'est vraiment cette question qui nous intéresse, c'est savoir comment l'idée de sécurité, et pourquoi pas de santé, interfère dans cette histoire de la marine, qui est une histoire de commerce, une histoire de domination aussi. Il n'y a pas de prise en compte de tout cela avant quel moment? À quel moment peut-on dater l'idée de mettre en place des institutions qui prennent soin des marins? Alors, il y en a tout au long de l'époque moderne, mais pour moi, le grand tournant, il se trouve au XIXe siècle, avec notamment la création en 1864 de la Société centrale de sauvetage des naufragés, qui est l'ancêtre de la SNSM. Et c'est à ce moment-là que l'on commence à prendre en compte le risque en mer, réellement pour les hommes, et non plus seulement les cargaisons ou les bâtiments, et où on va professionnaliser le sauvetage. Thierry Souzeau, c'est le 19e siècle qui met en place des éléments dans la continuité, vient de nous dire Léa Taverne, de ce qui se passait par le passé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les prémices d'une attention portée à la sécurité des marins.
Alors, la sécurité des marins, par le passé, effectivement, elle était souvent confiée, comme le disait Léa Taven à l'instant, aux populations riveraines, dans le cadre du sauvetage ou du sauvement, comme c'était inscrit dans les ordonnances. Mais à bord des navires, la sécurité des marins, elle était quantité négligeable. Elle était finalement une notion assez marginale. On ne s'y intéressait finalement en réalité que par le biais de ce qu'on pourrait appeler l'avitaillement, c'est-à-dire tout ce qu'on embarquait à bord et qui était nécessaire à la vie quotidienne à bord des navires, et tout ce qui résultait de l'accident ou de l'imprévu finalement était très très peu pris en compte, avec des gradients de situation finalement très très différents. Mieux prise en compte sur les navires de guerre et je dirais sur les navires où on embarquait une cargaison humaine, on va parler de la traite négrière, ou bien sur les navires de très longs rayons d'action qui étaient ceux de la Compagnie des Indes orientales par exemple. Et puis moins pris en compte cette sécurité des marins en ce qui concernait les navigations plus courtes, qu'elles soient de pêche ou de commerce. Thierry Sozo, quand vous expliquez qu'il y a cette attention portée lors du déplacement, de la déportation de population, c'est-à-dire la traite, sur la santé, c'est là aussi l'attention portée à la sauvegarde de la cargaison, parce que mettre un marin sur un navire de traite, c'est soigner des gens afin qu'ils soient vendus en bonne santé. C'est exactement ce que décrivait Léa Taven tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on prend d'abord égard prioritaire à la cargaison, et donc sur les navires de traite négrière, la cargaison étant humaine, eh bien on va embarquer chirurgiens, médecins, on va avoir un coffre de mer d'apothicaire qui va être beaucoup plus développé que sur les navires qui font des navigations plus conventionnelles. On va avoir des égards plus importants sur les rations qu'on va embarquer à bord, et tout ça c'est évidemment lié à la préoccupation première de l'armateur, qui est effectivement celle de livrer dans le meilleur état possible les captifs sur les marchés des plantations, qu'elles soient aux Antilles ou progressivement dans l'océan Indien d'ailleurs. Avec la grande variété ici de la marine, ce n'est pas que de gros navires qui transportent beaucoup de gens, il y a aussi les petits navires et même les navires de pêche. Dans tous ces naufrages que vous avez pu étudier, Léa Taven, il y a de tout. Et le petit naufrage, ça fait aussi partie des accidents du travail, parce que je le redis sans cesse, accident du travail, on le met rarement à la une de l'actualité parce que c'est tout le temps. Et donc ce n'est pas le gros accident qui permet d'être vu. Et dans les naufrages, c'est la même chose. On va parler des tout gros parce que c'est impressionnant, mais les centaines, les milliers de petits, on n'en parle pas, ou très peu. Oui, tout à fait. C'est vrai que il y avait une volonté de ne pas travailler seulement sur le Costa Concordia, le Titanic et puis le radeau de la Méduse, des naufrages qui sont très ou le Sémillante, des naufrages qui sont très médiatisés et qu'on connaît bien. L'intérêt, c'était aussi de travailler sur les gens de mer dans toute leur complexité et dans leur pluralité, avec aussi les petits pêcheurs sur leur petite barque, parce que finalement leur vie ne vaut pas moins que celle des grands navigants, des explorateurs qui traversent l'Atlantique. C'était une volonté aussi de travailler sur un champ très large couvrant l'entièreté des gens de mer. Avec ce mot, cette expression qui couvre diverses réalités, gens de mer. Le problème des équipages était plus ardu, car les marins se dérobaient ou désertaient en masse des navires où ils étaient à peine nourris, maltraités et pas toujours payés. Même des progrès réalisés dans ce sens ne parvinrent pas à assurer à la marine un recrutement régulier, les marins préférant servir au commerce où la discipline était moins rude et où il y avait davantage à gagner. On en vint alors, par l'édit de Nancy du 22 septembre 1673, à la réquisition régulière des gens de mer pour le service du roi, ou système des classes, selon lequel les gens de mer, répartis en 3 ou 4 classes, étaient appelés à tour de rôle sur les navires de la flotte, ou du moins devaient se tenir prêts à répondre au premier appel. Cette institution, imposant aux marins une véritable corvée à une époque où la notion de service militaire était absolument inconnue, Colbert crut bon d'essayer de rendre la mesure populaire en l'assortissant d'avantages qui en compensaient les sujétions. C'est ainsi qu'une demi-solde de 5 sous par jour, versée à la classe du service en dehors des périodes d'appel,
et, joint aux produits de la pêche, dont le privilège leur était réservé, permit aux inscrits de subsister. La création de la caisse des gens de mer permit d'autre part aux marins embarqués de faire reverser à leur famille une partie de leur solde et celle de la caisse des invalides de leur faire verser une modeste pension à l'heure de la retraite. Nous étions en 1955 et la radio s'intéressait dans le magazine de la Marine à ces idées-là. Nous étions en 1950 et c'est Colbert ici qui est mis en avant. Dites-nous, qui sont ces gens de mer, Léa Taven? Qui sont ces gens qui sont associés à la mer, mais dont la diversité n'est pas exprimée par l'expression gens de mer? Alors, pour commencer, je peux vous dire que c'est une expression masculine. On est à l'époque moderne et ceux qui prennent la mer, définition de gens de mer, sont des hommes. Ce sont ceux qui sont au service du roi, à travers, on l'a vu dans l'extrait, la marine militaire, mais aussi la marine marchande, de la marine de commerce. Ce sont aussi ceux qui prennent la mer pour pêcher, pour donc transporter avec le commerce, mais aussi ceux qui vont pratiquer la course, les corsaires. Et l'expression gens de mer, on la voit dans différentes ordonnances tout au long de l'époque moderne, en 1584 avec Henri III, en 1629 sous Louis XIII et en 1681 avec la fameuse grande ordonnance de Colbert sous Louis XIV. Avec tous ces gens de mer, Thierry Sauzot, on a la grande diversité ici de ces métiers, parce que c'est cela aussi, gens de mer, nous pensons tout de suite à des marins sur de grands navires, des trois-mâts qui sillonnent les océans, mais c'est pas cela les gens de mer, c'est tout, et beaucoup de gens de mer sont à terre d'ailleurs. Oui, alors l'extrait qu'on vient d'entendre est intéressant parce que c'est une vision très, j'ai envie de dire, d'histoire du droit, de ce qu'est la réalité des gens de mer et de leurs conditions de travail ou de mobilisation au service du roi à l'époque moderne, parce que tout ce qui est décrit en termes de privilèges finalement associés à ces gens de mer, alors privilèges, on va dire plutôt négatifs et contraignants avec le service, mais aussi positifs avec la demi-solde ou le système de soins qui est mis en place, tout ça reste très théorique dans un premier temps. Et on a affaire plutôt à un système de contraintes qui va, on va dire, fermer les yeux ou tolérer un certain nombre d'avantages qui sont inhérents à la navigation et qui relèvent de la fraude, de la contrebande, etc. et qui vont faire entrer finalement les populations qui naviguent, populations françaises qui naviguent dans ce complexe de privilèges. Elles sont finalement très peu nombreuses, ces populations. On estime, à travers les enquêtes qui sont menées au XVIIe ou au XVIIIe siècle, qu'on a 50 à 60 000 gens de mer, donc mobilisables dans la flotte du roi. Et donc, tous ces gens-là qui pratiquent au quotidien des activités très très diverses et variées, doivent à un moment donné se rendre à la convocation. On parle de levée des gens de mer au service dans les grands ports de guerre. Et donc là, c'est un point de rendez-vous qui va progressivement unifier cette population, alors que au quotidien, effectivement, elle a des activités extrêmement diverses. Ils sont recherchés, ces gens de mer, c'est-à-dire que la marine manque de personnel compétent pour pouvoir remplir ces navires. Ils sont très recherchés, ils sont protégés. La question de la reproduction professionnelle et sociale, c'est-à-dire que vu des bureaux de Versailles, les gens de mer, ils ont vocation à fonder des familles et leurs enfants, quand ils sont masculins, ont vocation à devenir gens de mer. Et on constate qu'en réalité, dans notre vieux royaume terrien, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et donc, il y a toute une volonté également d'attirer vers les populations, vers les professions maritimes, des enfants qui sont des enfants plutôt de terriens, pour pouvoir renouveler justement cette population qui est soumise quand même à des risques importants. C'est par là que Léa Taven a commencé cette émission. Et donc pour arriver à renouveler les effectifs, il faut faire un effort d'attractivité que l'État évidemment soutient à travers ses diverses ordonnances et que les armateurs également soutiennent. Alors eux plutôt en proposant des salaires et en fermant les yeux sur un certain nombre de petits trafics qui permettent de compléter ces salaires. Thierry Sauzot, surtout qu'il faut reconstituer ici le contexte qui nous permet de saisir la place des gens de mer au XVIIe siècle. Dès qu'on évoque Colbert, la marine, Louis XIV, c'est un enjeu de puissance.
Alors complètement, c'est un enjeu de puissance, puisque lorsque Louis XIV entame son règne personnel en 1661, la France est plutôt une puissance secondaire sur les mers, et d'ailleurs tout l'enjeu politique que va constituer le règne de Louis XIV consiste à replacer la France à son rang juste de grande puissance maritime. C'est un rêve qu'a nourri Louis XIII pour son roi, Richelieu pour son roi Louis XIII, et c'est effectivement le même rêve que poursuit Colbert en réalisant finalement les projets qui avaient été ceux de Richelieu au début du XVIIe siècle. Ici, quand nous regardons ce panorama du monde des marins, Léa Taven, nous entendons bien qu'il y a le petit marin qui part sur son navire avec un équipage plus ou moins grand, et puis il y a la volonté royale derrière tout cela de créer de grands ports, les chantiers qui vont nécessiter beaucoup de main-d'œuvre, et puis ces équipages qui sont gigantesques sur certains grands navires. Oui. Et dès lors, ça veut dire que cette grande diversité que nous évoquions de la marine s'inscrit dans une politique où la recherche de gens de mer crée des tensions, des rivalités. Il faut les prendre là où ils sont, donc priver certains navires de commerce pour faire venir sur les navires de guerre. Oui, tout à fait. Puis il y a certaines communautés qui sont assez connues pour prendre un peu être assez réticents à être débauchés sur la marine de guerre. Je pense par exemple aux provinciaux ou aux languedociens qui vont préférer rester sur la marine marchande parce que c'est parfois moins, les traversées sont moins longues, moins risqué, évidemment. Et puis, on ne peut y faire un peu plus, comme l'a évoqué Thierry Sozo, ses petites affaires, son petit commerce. Et donc, on sait qu'il y a parfois des pénuries de gens de mer pour être embarqués sur les bâtiments de course ou de guerre, parce que certaines communautés vont être réticentes à être débauchées sur la marine de guerre. Dans l'étude que vous pouvez faire sur les naufrages, le naufrage c'est un moment, mais cela ne couvre pas la réalité des accidents du travail. Est-ce que les sources évoquent ces accidents du travail? Est-ce que l'on apprend ici, qu'un marin est tombé du mât et qu'il s'est blessé, qu'un autre s'est cassé la jambe, qu'un autre s'est coupé? Est-ce que tout cela apparaît dans les sources? Alors oui, tout à fait, tout cela apparaît dans les sources, alors moins que le naufrage, parce qu'on a des sources qui sont vraiment uniquement consacrées au naufrage. Par contre, dans les journaux de bord, par exemple, on va très facilement lire que un tel s'est entortillé le bras autour d'un cordage et donc s'est cassé ou déboîté le bras. On peut avoir aussi des traces de personnes qui ont été électrocutées après avoir pris la foudre parce qu'ils étaient mouillés sur le pont. On a aussi tout simplement le passage à l'eau, le grand classique lors d'une manœuvre, un mât qui est un peu trop proche ou simplement un déséquilibre et on passe par-dessus pont. Et puis dans ces accidents de mer, si on ne compte pas que ce qui est finalement le risque en mer, c'est pas seulement les fractures ou passer par-dessus bord ou faire naufrage, c'est aussi s'exposer à des maladies, à la malnutrition. Donc finalement les morts en mer sont beaucoup plus vastes que seulement l'idée qu'on a du noyé ou du naufrage. Avec une vie très dure aussi, qui a des conséquences sur le long terme. On l'entend bien, vous avez parlé de l'alimentation. C'est sûr qu'après un long voyage en mer à mal manger, on n'en ressort pas complètement indemne. Thierry Sozo, c'est vrai que dans la recherche ici de documentation, la liste des petits accidents jusqu'aux accidents mortels, c'est quelque chose de récurrent. Alors c'est quelque chose de récurrent, d'autant plus qu'à côté de toute la documentation qui encadre l'accidentologie, donc par le fait de naufrage, la mise en place du fameux système des classes, donc par l'administration de Louis XIV et de Colbert, conduit dans tout un tas de petits ports finalement du littoral français à l'installation de ceux qu'on appelle les commissaires de la marine. Ils sont à la tête de leur quartier du système des classes.
Ils gèrent donc quelques milliers d'individus chacun, et ils vont finalement tenir de gros registres qu'on appelle des registres matricules. Et sur ces registres matricules, eh bien, sont consignés, on va dire, étape par étape, toutes les activités des gens de mer à partir du règne de Louis XIV. Donc, on peut effectivement reconstituer leur carrière, et ce qui est évidemment très intéressant, c'est que lorsqu'ils sont victimes d'accidents ou de pathologies liées à leur activité professionnelle, eh bien, les registres matricules en rendent compte, parce que ça a une importance capitale sur la manière dont on va pouvoir les mobiliser sur les navires de guerre, s'ils sont blessés, s'ils sont handicapés par une hernie, une sciatique, qui sont également des pathologies assez courantes qu'on va rencontrer à bord, ou s'ils sont boiteux, eh bien, on va pas pouvoir les envoyer de la même manière servir le roi dans un port de guerre et sur un navire de guerre. Dès lors, la question se pose, qui pour venir en aide aux gens de mer qui se trouvent en détresse? Une partie de la réponse se trouve dans l'ordonnance de la Marine du mois d'août 1681. Article 1. Déclarons que nous avons mis et mettons sous notre protection et sauvegarde les vaisseaux, leur équipage et chargement, qui auront été jetés par la tempête sur les côtes de notre royaume ou qui autrement y auront échoué. Article 2. Enjoignons à nos sujets de faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verront dans le danger du naufrage. Voulons que ceux qui auront attenté à leur vie et biens soient punis de mort, sans qu'il leur en puisse être accordé aucune grâce. Article 3. Les seigneurs et habitants des paroisses voisines de la mer, après les naufrages et échouements arrivés le long de leur territoire, seront tenus d'en avertir les officiers de l'amirauté dans le détroit de laquelle les paroisses se trouveront assises, et à cet effet mettront au début de chaque année une ou plusieurs personnes pour y veiller. L'ordonnance de 1681, Thierry Sozo. Alors, il y a la volonté de la part du pouvoir royal, en l'occurrence à travers Colbert ici, de réfléchir à la sécurité des gens de mer. Mais enfin, ça va pas très loin. C'est de dire que, quand on voit des gens en détresse, faut aller les aider. Oui, alors c'est effectivement quelque chose d'extrêmement difficile à concevoir pour nous au début du XXIe siècle et même tout au long du XXe siècle, c'est que l'État royal en même temps donc encadre de façon très précise les activités maritimes. Je vous ai parlé à l'instant des commissaires des classes qui sont installés dans leurs petits ports. Il y en a environ 80 sur le littoral français. Et là, on vient d'évoquer quelque chose que Léa Taven connaît extrêmement bien, c'est-à-dire la présence des amirautés qui, elles, sont une cinquantaine, qui sont des institutions plus anciennes. Elles sont médiévales, et leur rôle consiste essentiellement à encadrer, j'ai envie de dire, la souveraineté royale autour de la question des naufrages, et à faire en sorte, on l'a bien vu dans la lecture qui vient de précéder, que les autorités, on va dire, traditionnelles, on a entendu parler des seigneurs, n'interfèrent pas finalement dans cette souveraineté royale qui doit s'étendre en termes de protection à la fois aux navires, aux équipages et aux marchandises qui sont victimes d'accidents. Léa Taven, c'est vrai que l'idée qu'il y a une souveraineté royale ici donne une force considérable à cette idée de protection des gens de mer. Oui, sur le papier. Ah, d'accord. Parce qu'en réalité, si je prends par exemple le cas de l'amirauté de Collioure, donc de la province du Roussillon, bien le siège de l'amirauté de Collioure se trouve à Perpignan. Donc évidemment, il n'y a pas de voie rapide ni d'autoroute pour aller de Perpignan aux communes littorales, puisque Perpignan se trouve dans les terres. Et donc, il faut compter 1, 2, 3, 4 jours avant que l'information arrive jusqu'au siège de l'amirauté et que les officiers de l'amirauté se déplacent jusqu'au lieu du naufrage. Donc, en réalité, ceux qui sauvent les naufragés, ce ne sont absolument pas les officiers des amirautés. Si je peux vous présenter les 3 cas de figure qu'on a au moment du sauvetage des naufragés. Le premier, il est évident, et c'est encore malheureusement souvent le cas, c'est celui que Jacques Perret, historien spécialiste des naufrages à l'époque moderne, appelle le self-sauvetage. Donc c'est évidemment quand l'équipage se sauve lui-même. La plupart du temps, on passe à la mer, et là, le destin sera déterminé par la capacité à savoir nager, le poids des vêtements. Donc là, les femmes sont largement en difficulté. La capacité à
tenir le froid, en fait, à se protéger du froid, et évidemment le type de côte que l'on va rencontrer. Si on saute à la mer et qu'on rencontre du sable, c'est pas la même chose que si on rencontre des rochers. Le deuxième cas de figure, c'est celui qui est évoqué par l'ordonnance de la marine, mais on a l'impression, dans l'extrait qu'on vient de lire, que c'est parce que les institutions royales le demandent que les habitants des côtes vont aider les naufragés. C'est totalement faux, puisque bien avant l'ordonnance de la marine, on voit une solidarité entre gens de mer et peuple du rivage, pour reprendre Emmanuel Charpentier, puisque gens de mer sont aussi gens de côte, finalement, et il y a une vraie conscience du risque, et donc une volonté d'enlever sa chemise, de passer à l'eau, de transporter la petite barque, de faire des va-et-vient, etc., pour sauver les hommes. Le troisième cas de figure, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est quand d'autres gens de mer viennent en aide aux naufragés, c'est la solidarité maritime, et c'est aussi aujourd'hui une réalité. Et le quatrième cas de figure, il arrive, je vous en parlais tout à l'heure, seulement au 19e siècle. Il va apparaître dès le début du 19e siècle, c'est la professionnalisation du sauvetage. D'abord par une mission secondaire qui est attribuée aux pilotes et lamaneurs des ports et aux douaniers, qui est le secours en mer. C'est seulement une mission secondaire, puis à partir de 1864 et la création de la Société centrale de sauvetage des naufragés, on va avoir des professionnels dont la mission principale est de sauver les hommes en péril, et non pas les cargaisons, les hommes. C'est aussi encore le cas de la SNSM aujourd'hui. Et on voit sur toutes les côtes du royaume, enfin non, c'est plus le royaume, sur toutes les côtes de France, des stations de sauvetage, des canots de sauvetage, du matériel pour venir en aide aux gens de mer en péril, et des sauveteurs formés qui vont profondément transformer le sauvetage. Alors évidemment, c'est un progrès, entre guillemets, c'est une véritable avancée pour la sécurité en mer, mais c'est aussi une forme de destitution pour les sociétés littorales, puisqu'aujourd'hui, habitants des côtes, on voit un naufrage se produire, personne n'enlève sa chemise pour passer à l'eau et venir en aide aux naufragés. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle le CROSS ou la SNSM, et on se déleste de cette responsabilité. À l'époque moderne, c'était la responsabilité de tous, gens de mer comme gens de côte. Et c'est ça qui est important à bien percevoir, c'est cette évolution-là qui se met en place. Vous avez évoqué le lamaneur, c'est quoi? C'est le petit bateau là qui aide à guider les gros bateaux? Alors ce sont les pilotes des ports qui aident à l'entrée et à la sortie des ports. Ceux de Sète au 19e siècle ont une réputation catastrophique. A priori, c'est eux qui sont à l'origine de tous les naufrages. C'est un peu exagéré. Par contre, le lamaneur est la personne qui est chargée des opérations d'amarrage ou d'appareillage des navires. Donc les lamaneurs sont généralement sur les quais. Et c'est eux qui vont venir, appareiller et amarrer les gros bâtiments. Avec Thierry Sozo, ici, tous ces cas de figure que nous évoquons, avec le naufrage qui demeure quand même, au moment de réfléchir au danger de la mer, le pire moment, avec des marins qui tombent à l'eau, mais quand Léa Taven nous disait c'est pas la même chose, parce que parfois il y a du sable, parfois il y a des rochers, par contre partout il y a de l'eau, et des marins qui ne savent pas tous nager. C'est cela aussi qu'il faut prendre en compte, c'est presque une histoire sociale ici, qui s'écrit, une histoire du rapport au corps, parce que les marins ne savent pas toujours nager. Alors oui, ça c'est effectivement quelque chose qui doit surprendre le grand public. Les marins ne savent pas nager à l'époque moderne. Ou en tout cas la documentation ne nous permet pas d'en faire état. Mais les marins ne savent pas nager. Les marins pêcheurs ne savent pas nager longtemps jusqu'au XXe siècle. Et ça tient au fait que en grande partie, ça fait pas partie du bagage des gens qu'on embarque à bord des navires. Ça ne fait pas partie de ce qu'on leur transmet, puisque pendant très longtemps la transmission
transmission, elle se fait sur la base d'un apprentissage qui se réalise à bord. Et donc, comme les générations précédentes ne savent pas nager, eh bien les générations suivantes ne le savent pas non plus. Et donc, on a beau créer des écoles, par exemple, donc les premières écoles de formation, 1883, création des élèves de la marine marchande, et puis ensuite un arrêté de 1898. Donc là, on est vraiment sous la Troisième République, à la veille du XXe siècle, arrêté sur les écoles de formation des pêcheurs. Et là encore, on insiste dans ces écoles sur la moralité, la réputation, la discipline, qui sont des valeurs cardinales à bord. Mais on a l'impression qu'en cette fin de 19e siècle, finalement, on n'a pas beaucoup progressé sur le plan de la formation, on va dire, théorique des gens de mer, par rapport à ce qui pouvait être le cas sous le règne de Louis XIV. Il va falloir attendre, j'ai envie de dire presque l'après-guerre au XXe siècle, pour qu'on crée des lycées maritimes, et que dans ces lycées, on se préoccupe d'apprendre la natation à ceux qui y suivent des formations. Danger sur l'eau, veiller à la sécurité des gens de mer. Que de marins qui sont partis pour leur course lointaine, et que la mer engloutit dans sa rage inhumaine. Où dormez-vous, âmes des matelots? Où pleurez-vous quand j'entends vos sanglots? Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Et tous ces marins blessés, il faut en faire quelque chose. Thierry Sauzot, dans l'idée de mettre en place des conditions de sécurité, nous l'entendons bien, ici il y a des pratiques en fait anciennes où les marins le connaissent, mais simplement par leur formation, aussi par le bon sens. On peut l'imaginer ainsi, il n'y a pas d'école qui explique comment éviter les accidents du travail avec des chaussures de sécurité, des harnais, des choses comme ça. Mais c'est le bon sens parce qu'il ne faudrait pas considérer ces gens-là comme inaptes à sauver leur propre vie. Alors complètement, la formation qui est assurée à bord à l'époque moderne et jusque dans la première moitié du XXe siècle, elle est effectivement destinée à, on va dire, enseigner aux jeunes recrues la manière de se comporter à bord d'un navire pour éviter les accidents, les chutes d'objets qui peuvent tomber de la voilure, les pertes d'équilibre, et puis tout un ensemble de comportements donc qui peuvent mettre le marin en danger. Et en réalité, j'ai envie de dire que la prévention face aux risques professionnels, elle se conçoit d'autant mieux que la formation commence de manière précoce. C'est-à-dire que quand on émousse autour de 12 ou 13 ans sur une toute petite barque de pêche embarquée avec un familier, un père, un oncle, un frère, et puis qu'ensuite progressivement on passe à d'autres types d'activités, on a navigué très tôt, on a pris les bons réflexes très tôt, et en fait c'est ce qui va constituer essentiellement le bagage de prévention contre les accidents maritimes. Et à l'inverse, on le voit à travers des registres matricules du système des classes, donc qui nous permettent de suivre les individus dans leur carrière. Eh bien, les gens qui commencent très tard, à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, eh bien, ils n'ont pas ce bagage-là, et donc ils sont davantage exposés aux risques maritimes, aux risques professionnels, et c'est un cercle vicieux qui se met en place parce que ces gens-là également ne vont avoir accès qu'aux postes les plus exposés à bord des navires, les autres ayant plus d'expérience, une meilleure réputation, étant capables de négocier, j'ai envie de dire, des postes plus en rapport avec leur qualification et moins exposés aux risques. Donc c'est tout un système finalement professionnel qui mise sur la précocité de l'apprentissage, le temps que l'on a pris pour intégrer les bonnes pratiques et qui finalement expose davantage ceux qui sont les novices. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va les appeler à partir de 1748, quand on va créer cette catégorie qui existe encore aujourd'hui dans l'inscription maritime. Les novices, oui, ils commencent à embarquer très tard, à partir de 16 ans, et ils n'ont pas ce bagage-là. Et voilà, ils n'ont pas le pied marin. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Thierry. Et quand on regarde les personnes qui sont le plus exposées lors des naufrages, c'est des personnes qui justement n'ont pas
soit n'ont pas du tout ce bagage, soit n'ont pas encore ce bagage, puisqu'on voit un nombre important dans les proportions de morts lors des naufrages, des mousses, ou des novices, donc des personnes qui n'ont pas encore vraiment eu d'expérience, on va dire. Et on voit aussi beaucoup les passagers. Alors on s'éloigne un peu de la sécurité au travail, mais ça montre aussi que la formation des gens de mer est utile lors des naufrages, puisque les passagers, les femmes et les enfants en particulier, sont les plus exposés lors des naufrages, soit parce qu'ils sont trop habillés, soit parce qu'ils ont moins de résistance au froid, mais aussi parce qu'ils n'adoptent pas les bons gestes. C'est souvent les mousses, les novices, les femmes ou les enfants, enfin les passagers de manière générale, sont ceux qui passent à la mer très rapidement, parce qu'ils décident volontairement de se jeter à la mer en pensant qu'ils sont capables d'aller jusqu'à la côte. Évidemment, ce n'est pas possible et c'est là qu'ils meurent noyés. Donc finalement, le temps des bonnes pratiques est un temps qui permet aux gens de mer d'être beaucoup moins vulnérables lors des naufrages. Oui, parce qu'il ne faut pas se jeter à l'eau avec ses bottes, par exemple, parce qu'on est sûr de couler. Non, mais c'est ça. Ni avec son jupon, etc. C'est ce que vous vouliez évoquer avec ces gens très habillés, parce que ici, on entend bien un temps et tant d'accidents qui, malgré tout, demeurent associés à l'idée de la mer. Au moment d'étudier ces naufrages, vous disposez d'une iconographie considérable. Ça fait partie d'un sujet classique, la tempête, le naufrage. Ça émeut, et c'est en cela que cette histoire-là dépasse une histoire maritime, parce que ces représentations, ces tableaux vont se retrouver partout. C'est très riche de sens, sans doute aussi avec parfois de l'exagération et peut-être du fantasme. Oui, le naufrage, c'est une mémoire. Enfin, ça participe d'une mémoire collective du risque en mer. Évidemment, en plus, 19e, on va avoir le romantisme, la tempête, l'homme seul face aux éléments, etc. Évidemment, c'est largement romantisé. Le naufrage est bête. Le naufrage est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on imagine. Le naufrage se passe souvent lentement. Il est rarement en mer, en pleine mer. L'idée du naufrage, du bâtiment perdu, corps et biens, etc. C'est assez rare finalement. Le naufrage se passe au bord de la côte. On se heurte contre un banc de sable ou une fausse manœuvre à l'intérieur d'un port. Voilà, c'est beaucoup moins spectaculaire. Ouais, romantique, spectaculaire. Ça marque moins les esprits. Et pourtant, c'est comme ça qu'on meurt. L'accident est souvent bête. Mais c'est vrai, c'est très juste de le dire. C'est l'erreur d'inattention ou parfois celle d'un camarade et puis l'accident arrive. Thierry Sozo, dans ces accidents du travail et au moment de réfléchir aux gens de mer, nous imaginons toute la sécurité associée à cela, nous l'avons bien dit, la sécurité en mer, en tout cas le sauvetage, c'est le 19e siècle, les années 1860. Mais dans notre imaginaire, il y a des phares partout. On les imagine, ces phares-là, qui sont en train de guider les navires. Et là aussi, c'est toute une histoire qui doit s'écrire avec ces infrastructures. Alors oui, j'ai envie de dire, pour répondre à votre suggestion d'explorer la question de la signalisation maritime et singulièrement celle des phares, il faudrait presque prendre finalement l'histoire à rebours et se dire qu'il n'y a pas vraiment de signalisation efficace avant l'électrification des phares. Voilà, donc vous voyez qu'on est quand même très marqué par l'arrivée de cette nouvelle énergie au XXe siècle. Alors pourquoi l'électrification donne-t-elle finalement raison à ceux qui ont voulu promouvoir la question de la signalisation maritime? Parce que c'est une énergie continue. Et auparavant, en fait, on a toujours des problèmes pour maintenir de façon continue l'éclairage finalement autour de ces questions de phares. Donc on est passé effectivement à des solutions chimiques avec du gaz. Avant on a utilisé de l'huile de baleine et encore avant on utilise du combustible comme le charbon et puis encore avant on utilise du bois. Mais le bois il faut qu'il soit en quantité suffisante, il faut qu'il soit sec. Et donc en fait l'éclairage
par le biais des phares n'est pas seulement liée à la géographie de la construction de ces phares, qui anticipe largement l'électrification, puisque cette construction, elle couvre largement le 19e siècle, mais c'est plutôt la question de la continuité finalement de cette signalisation maritime. Alors maintenant, si on veut se porter finalement à l'origine de la signalisation maritime, sur les côtes de France, je dirais que l'ancêtre des phares, c'est celui qui est dans l'estuaire de la Gironde, c'est le phare de Cordouan aujourd'hui, qui correspond à une signalisation maritime mise en place au Moyen-Âge, et puis par les Anglais pendant la guerre de 100 ans. On parle de la tour du Prince Noir sur le banc de sable à l'embouchure de la Gironde, et puis ensuite au début du XVIe siècle, Henri IV fait ériger le premier phare donc par l'architecte Louis de Foix, et à la fin du XVIIIe siècle, sous Louis XVI, on va lui donner sa physionomie actuelle. Mais c'est à la fin de ce XVIIIe siècle qu'on va aussi avoir des solutions techniques pour améliorer par l'intermédiaire de lentilles la portée du feu. En règle générale, ce qu'il faut retenir de la question du phare en tant que signalisation maritime, c'est qu'elle est quand même, pendant une très longue période historique, très largement insuffisante. Et d'ailleurs, les gens s'en plaignent. Je pourrais passer la parole à Léa Taven sur ce point, dans le cadre des enquêtes qui sont menées pour savoir pourquoi le naufrage a eu lieu. Passons-lui la parole, Léa Taven. Oui, c'est vrai que l'obscurité est un facteur de risque, ou en tout cas une condition aggravante, puisque quand on voit mal son environnement, les risques d'échouement ou de collision sont bien plus élevés. Donc, comme l'a dit Thierry Sauzot, les côtes sont peu éclairées. Ça s'améliore au XVIIIe siècle, plutôt Atlantique et Manche, très peu en Méditerranée. Il faut attendre le 19e pour qu'on ait un maillage sur toutes les côtes. Mais comme l'a dit Thierry, on a encore affaire à des phares qui dysfonctionnent et des feux qui n'ont pas une très grande portée. Donc en fait, pour peu qu'il y ait un peu de nuages, on ne voit plus rien. C'est intéressant parce que l'obscurité dans les déclarations de naufrage est rarement soulignée. On sait que 80% des naufrages ont lieu entre l'aube, la nuit, le crépuscule. Mais, plutôt le crépuscule, la nuit, l'aube. Mais les naufragés ne mobilisent pas l'obscurité comme cause de naufrage. Ils vont plutôt parler de la tempête, d'une mauvaise manœuvre, etc. Par contre, à partir de la seconde moitié du 19e, au moment où on commence à multiplier les phares, l'obscurité le manque de visibilité de nuit devient une raison qui est évoquée par les naufragés. Comme si, avant, on ne se reposait pas sur les phares et les feux, on ne comptait pas dessus parce qu'il y en avait très peu et qu'en plus, ils ne fonctionnaient pas bien. Et à partir du moment où on les multiplie, on commence à se reposer dessus. Et quand ça marche pas, cause de naufrage. Et ça, c'est assez intéressant parce que là aussi, on voit on voit un rapport à l'environnement, à son environnement, pour les gens de mer se transformer parce qu'on améliore, là aussi, c'est une question de progrès, la signalétique maritime. Avec la motivation de tout cela quand même. Thierry Sauzot, pourquoi construire des phares ? Ça coûte cher, un phare à construire, puis c'est bien difficile. Pourquoi essayer de former des gens ? Est-ce pour sauver les gens ou pour sauver les marchandises ? Est-ce que pour saisir cette histoire qui nous intéresse de sécurité, de santé au travail pour les gens de mer, on ne peut pas se poser la question qui cela concerne en premier ? En fait, ce ne serait pas plutôt les armateurs qui auraient besoin de sauver leur navire avant tout, qui permet au pouvoir de réfléchir à ces questions-là ? Je crois que la réponse est contenue tout entière dans votre question, Xavier. Je l'avais glissé un peu comme ça. Effectivement, les armateurs sont des gens extrêmement puissants, notamment à l'époque avant la Révolution française. Il existe dans chaque port des commissions portuaires. Il existe un conseil des ports aux côtés donc du secrétariat d'État de la marine et des colonies. Et tous ces gens-là finalement font un lobbying intense pour faciliter leurs affaires. Et la problématique finalement humaine, la question de la ressource humaine, pour eux, elle est secondaire. Ils pensent qu'ils auront toujours la possibilité, en faisant miroiter finalement des salaires,
de la pacotille, donc cette espèce de possibilité donc d'avoir un petit complément de salaire en trafiquant pour soi-même, tout ça leur permettra d'attirer les gens dont ils ont besoin pour peupler les ponts de leurs navires de commerce. Et la problématique est un peu différente pour le ministère de la Marine et des Colonies, qui lui est extrêmement conscient du fait que on a toujours 20 à 30 000 gens de mer de moins que notre grande rivale qui est l'Angleterre, et que on peut pas se permettre finalement de gaspiller la ressource humaine. Mais pour ce qui est des armateurs, effectivement, leur problématique à eux, c'est d'abord la possibilité d'aller de A à B dans les meilleures conditions, le plus vite possible, et de réaliser le plus de profit possible. Et la question de la santé, de la sécurité des gens de mer à bord leur est assez secondaire, si ce n'est dans la question de l'alimentation, dont ils savent que si elle est mauvaise à bord, eh bien ça peut créer là d'autres problèmes qui sont des problèmes d'insubordination, de rébellion, et ça ils le redoutent évidemment comme alors j'allais dire comme la peste, mais on va plutôt maritimiser le propos, ils le redoutent comme le scorbut, quoi. C'est joliment dit. Léa Taven, parce que oui, c'est cela aussi, c'est une perte d'argent considérable qui fait que s'occuper d'éviter les naufrages, c'est aussi préserver des cargaisons et des navires. Oui, tout à fait. Mais j'aurais tendance à dire que ça change quand même courant 19e, puisque, par exemple, concernant la construction des phares, les ingénieurs des ponts et chaussées vont avoir leur mot à dire et ils vont parfois travailler avec notamment à partir plutôt des statistiques que la Société centrale de sauvetage des naufragés, donc ancêtre de la SNSM, va produire. Donc à ce moment-là, on produit des statistiques à partir des naufrages et on va essayer de comprendre où se situent les naufrages et où la construction d'un phare pourrait servir. Et là, on s'éloigne un petit peu de la question des cargaisons et on s'approche un peu plus de la question de la sécurité au travail. Et ça correspond aux préoccupations sociales aussi du 19e siècle, avec la volonté de mettre en avant le progrès, mais en prenant en compte la santé des gens. C'est intéressant de voir que sur les mers se produit la même chose, mais sans doute avec des préoccupations différentes que ce qu'on va retrouver parfois en usine. Tout à fait, c'est l'industrialisation, et la mer s'industrialise au même titre que la terre. On voit, c'est le moment du passage de la voile à la vapeur, on a des tonnages qui augmentent, des lignes de navigation qui sont de plus en plus lointaines, on peut augmenter la cargaison et diminuer le nombre d'hommes à bord, puisque vapeur. Donc évidemment que c'est l'industrialisation, c'est le progrès. Alors il y a la manière d'éviter les accidents en mer. Donc les accidents sur le navire par cette formation plus ou moins sur le tas, mais plus ou moins poussée parfois, pour éviter les naufrages également, nous l'avons dit avec les phares. Et puis se pose la question aussi de ces marins blessés. Que vont-ils devenir une fois qu'ils sont revenus à terre ? C'est là où il faut réfléchir à les accueillir. De la récompense des officiers mariniers, matelots et soldats estropiés au service. Article 1. Les hôpitaux que Sa Majesté a destiné de faire bâtir pour recevoir les officiers mariniers, matelots et soldats invalides et estropiés à son service étant établis, ils y seront entretenus pendant leur vie. Article 2. En attendant, la demi-solde leur sera payée par les ordres de l'intendant général de la marine, ayant l'inspection des classes. Article 3. Ceux des matelots et soldats estropiés qui pourront travailler dans les arsenaux de marine y seront employés préférablement à tous autres, et seront payés de leur demi-solde, outre et par-dessus ce qu'ils pourront gagner en servant. Article 4. Si aucun des officiers mariniers, matelots et soldats reçus dans les hôpitaux veulent se retirer chez eux, il leur sera payé du fonds des hôpitaux 3 années entières de leur demi-solde, et l'intendant général de la marine prendra les précautions nécessaires pour empêcher que ces récompenses ne soient dissipées et pour faire qu'elles servent à l'entretien de leur famille. Sam Bakias, dans le cours de l'histoire, qui lisait ici une ordonnance de Louis XIV pour les armées navales, les arsenaux de marine. Nous étions en avril 1689. Thierry Sozo, l'idée de mettre en place
des structures, hôpitaux ou tout autre, pour accueillir des marins blessés. Nous nous trouvons ici, et c'est pour cela que l'étude de ce monde-là est vraiment pertinent, aux origines d'une réflexion sur l'accident du travail, la santé au travail, comment s'occuper des gens qui ont été blessés pendant leur activité. Et oui, effectivement, lorsque Louis XIV et Colbert veulent contraindre les gens de mer finalement à s'astreindre au service du roi lorsqu'ils sont appelés, il leur faut donner en échange un certain nombre d'avantages. Et parmi les avantages, il y a la question du soin et la question également de l'indemnisation en cas de blessure ou en cas même de grand âge. Il va falloir financer cette mesure-là. Alors la cassette royale n'est pas extensible à l'infini. Et donc on va imaginer effectivement un système qui porte le nom de système des Invalides de la Marine, d'institution des Invalides de la Marine, que l'on retrouve encore d'ailleurs aujourd'hui dans l'intitulé précis de la sécurité sociale des marins, puisque elle est aujourd'hui pour les marins de la marine marchande, elle s'appelle Établissement national des Invalides de la Marine. Donc vous voyez qu'on n'a pas perdu le nom des origines. Et en fait, l'idée va très vite s'imposer d'une cotisation qu'on pourrait qualifier de sociale, qui va être prélevée sur les salaires versés aux gens de mer, alors que ce soit des salaires mensuels ou que ce soit des parts d'intéressement à la navigation, de pêche ou de commerce. On va prélever 1 denier pour livre, ce qui correspond environ à un prélèvement de 2,5%. Et avec cet argent-là, eh bien, on va financer l'institution des Invalides de la Marine, qui se décline en hôpitaux de la marine, orphelinat et versement de pension pour les marins qui ont eu la chance de traverser leur vie professionnelle et d'arriver à un grand âge qui ne leur permet plus malheureusement ni de travailler ni de servir le roi. Et donc dans ces cas-là, eh bien ils vont percevoir une demi-solde. Alors c'est intéressant l'expression de demi-solde parce que en règle générale, la solde donc c'est ce qui va être versé aux gens de mer lorsqu'ils sont au service du roi. Ça correspond à peu près à la moitié d'un salaire au commerce. Et la demi-solde, donc, c'est le quart d'un salaire au commerce. Donc, ça vous laisse imaginer la situation de cette aide qui est versée d'ailleurs très irrégulièrement parce que il y a des problèmes budgétaires qui peuvent survenir. Mais je crois que l'Ancien Régime n'en a pas le monopole. Ah, ça, vous avez bien raison de le souligner parce que nous sommes ici à un moment qui est révolutionnaire sous l'Ancien Régime, de dire que une partie du salaire, mais le terme est complètement anachronique, est réservé pour des cotisations qui vont servir à l'ensemble des gens, même si nous n'en profitons pas, nous contribuons à ce système-là. Cela naît dans ce monde des marins au XVIIe siècle. C'est formidable, Thierry Sauzou, mais est-ce que c'est efficace? Parce que nous voyons combien aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons de systèmes de répartition ou de choses comme ça, c'est difficile à tenir. Est-ce qu'à ce moment-là, quand ça se met en place, le système est efficace? Alors, il faut le regarder peut-être par les deux bouts, c'est-à-dire est-ce qu'il est efficace du point de vue de l'administration royale. Du point de vue de l'administration royale, c'est une machine remarquable. C'est-à-dire que les gens qui s'embarquent sur les gros navires dans la poignée de grands ports de commerce qu'on a en France voient effectivement les cotisations prélevées sur leur salaire, même s'ils ne vivent pas dans la ville portuaire d'où ils partent. Et donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir bénéficier de la demi-solde dans leur petite paroisse rurale chapeautée par le commissaire des classes de la petite ville voisine. Donc ça veut dire qu'il y a un système de transfert, de péréquation entre les endroits où on prélève et les endroits où on verse qui est absolument remarquable compte tenu des moyens de l'époque. Je vous rappelle qu'on n'a ni Internet, ni on n'a pas de machine à écrire. Et voilà, on remonte dans le temps, on a la plume et puis le papier. Bon, du point de vue de l'ayant droit, les choses sont évidemment légèrement différentes. D'abord, les soins, ils sont un peu prodigués par des gens qui, en tout cas sous le règne de Louis XIV, sont encore les médecins de Molière. Donc évidemment, je vous laisse imaginer les résultats. Et progressivement, les choses vont s'améliorer tout au long du XVIIIe siècle. Pour ce qui est de la demi-solde, donc j'ai indiqué précédemment qu'elle était, on va dire sur le plan du montant assez insuffisante, mais il faut ajouter à cela qu'elle est versée de façon irrégulière, puisque quand on est en guerre, par exemple, il n'y a plus de navigation commerciale ou très peu, donc il n'y a plus de cotisation. Donc je vous laisse imaginer le trou qui peut effectivement en résulter dans la trésorerie de la caisse des Invalides de la Marine. Donc tout ça reste évidemment quelque chose de théorique. Ça a une application pratique, mais avec des manques et avec des lacunes qui sont quand même relativement importantes.
C'est le naufrage qui demeure ici, nous l'avons dit dans l'iconographie, le moment fort de l'accident dramatique du travail. Thierry Sauzot, vous avez écrit avec Frédéric Chauveau Bulle marine et case maritime. C'est aux presses universitaires de Rennes. C'est ce regard porté à travers la bande dessinée sur ce monde des marins. Les accidents du travail sont-ils présents dans la bande dessinée? Ou pour le dire autrement, est-ce que la dangerosité, la difficulté de ce métier de marin est quelque chose qui est souvent mis en avant? Oui, ça inspire beaucoup les scénaristes et les dessinateurs de bande dessinée, cette question de l'accident maritime. Alors le naufrage, bien sûr, mais également les questions sanitaires à bord des navires. Sont régulièrement abordées, et puis les questions des accidents, comme je l'indiquais précédemment, une poulie qui tombe d'une voilure et qui va briser le crâne d'un matelot. Ce sont un exemple effectivement de ce qui peut être abordé par l'intermédiaire de la bande dessinée. Léa Taven, bien sûr ici c'est ce temps long du monde des marins qui est souvent mis de côté parce que le naufrage c'est un moment très court, l'accident c'est un moment très court avec des conséquences dramatiques par la suite, mais ce monde des marins c'est un monde avec plusieurs temporalités, des temps d'attente, et ce que les sources révèlent c'est vraiment, et comme bien souvent, l'intensité du moment le plus dramatique, mais qui cache en réalité comment les gens vivaient sur ces navires. Oui, tout à fait. C'est assez intéressant parce que finalement, le temps du naufrage est assez long et il va même être extrêmement long pour, par exemple, les morts qui, pour certains, vont être encore sur le sable sous l'eau. D'autres seront enterrés à même le sable, puis d'autres dans les cimetières. Et finalement, ce temps du naufrage va continuer, perpétuer, y compris pour les communautés littorales qui vont avoir des étrangers dans leur cimetière, ce qui est propre aux communautés littorales. D'ailleurs, Thierry Sauzot est l'auteur avec François Brizet des étrangers sur les littoraux européens et méditerranéens. À l'époque moderne, aux presses universitaires de Rennes, Thierry Sauzot, ces étrangers sont partout parce que c'est cela aussi qui est fascinant avec ce monde qui nous intéresse, celui des marins. C'est un monde d'échange, de contact où les informations se diffusent et les accidents, l'annonce d'un grand naufrage, c'est quelque chose qui passe d'oreille en oreille, de port en port. Oui, complètement. C'est compte tenu des possibilités de communication à l'époque, c'est le bouche à oreille et l'usage de sabir ou de langages propres aux marins qui sont un peu des langages internationaux qui va permettre effectivement de diffuser des nouvelles. Et puis c'est pas sans lien avec ce qu'on a évoqué au cours de l'émission, mais un navire qui réalise un voyage assez long, lorsqu'il arrive à destination, il est souvent victime d'un certain nombre de morts dans son équipage. Et pour le compléter, on a parfois recours à des étrangers, et c'est comme ça finalement que des étrangers se retrouvent sur des navires français. Alors, les Français ne vont pas trop sur les navires étrangers parce que la grande ordonnance de la marine de Colbert le prohibe, mais l'idée est quand même d'un monde très internationalisé. Vous avez parfaitement raison, Xavier. Et pour terminer, Léa Taven, cette mémoire des naufrages, nous parlons de temporalité, c'est une mémoire encore présente, il n'est qu'à croiser dans une église, une plaque dans un port, le souvenir de ces naufrages. Ça reste encore très fort dans les esprits. Oui, tout à fait. On a des ex-voto, par exemple, qu'on trouve dans les églises. Et on va même trouver des églises à l'intérieur des terres, parfois à des centaines de kilomètres, qui présentent des ex-voto à la suite de naufrages. Merci vivement à tous les deux de nous avoir présenté ce monde à la fois fascinant et à la fois très dangereux des marins, de ces gens de mer et la prise en charge de leur sécurité, de leur santé. Merci beaucoup Thierry Sauzot, merci beaucoup Léa Taven. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, corps ouvriers et produits chimiques, l'histoire toxique de l'industrialisation. Si le travail vous excède, si votre ardeur devient tiède, gaiement allez-y d'un petit air. Quand votre esprit est morose, chantez, fait voir tout en rose, car la musique adoucit les nerfs. Sifflez en travaillant. Rêventura dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast et Daphné Leblond avec à la technique Mineta Diawara et Julien Hézard à ici La Rochelle. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Aloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Chloé Rouillon et Mayoën Guiziou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.